Laisse béton! Dans cet épisode, direction le Merle-Enchanteur. Ça fait rêver, hein ? C'est un écolieu situé en Haute-Garonne où vit Anne Ferrier-Brassard, qui nous fait ici une visite guidée de ce lieu de rencontre forcément unique. Anne accompagne les changements de vie et vous allez l'entendre, cette conversation regorge de précieux conseils pour ceux qui souhaitent s'installer en milieu rural avec un projet entrepreneurial. Bien définir pourquoi on part, faire preuve de souplesse, aller au contact même si ça pique un peu, autant de petits cailloux qui vont vous guider dans votre périple à vous, ou que vous soyez dans votre propre projet d'installation à la campagne. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Anne. Et bonjour Amélie. Et bonjour à tes auditrices et auditeurs. Oh oui, merci pour eux. Ravie de cette conversation à venir avec toi. Je sens déjà qu'elle va être bien riche. J'ai envie de commencer cette conversation en te posant une question vaste qui est, quand je te dis laisse béton, à quoi tu penses ? Laisse tomber, te prends pas la tête. Allez, viens, on s'aime. Je suis en train d'apprendre à chanter la chanson de Moustaki, Le temps de vivre, et c'est un peu ça. J'aimerais bien que tu me parles du Merle-Enchanteur. Alors, est-ce que tu veux bien me dire ce que c'est ? Alors, le Merle-Enchanteur, c'est un lieu d'accueil en écotourisme et événementiel d'une quinzaine d'hébergements à terme, c'est-à-dire qu'on est en cours de construction. On est installé depuis 2017. 15 personnes, pourquoi ? Pour diverses raisons, notamment réglementaires, urbanistiques et compagnie. Aussi en termes d'écologie intérieure, pour pas nous épuiser tout court. Et puis c'est surtout un lieu de rencontre et de partage, de convivialité. C'est vraiment ce qui nous meut. On n'est pas qu'une hôtellerie, ni un loueur de salles, ni un loueur de lieux. Bien sûr qu'on peut venir nous voir pour ça, mais nous on est vraiment plutôt sur un lieu de rencontre, de croissance personnelle, où les gens peuvent s'enrichir les uns les autres. Il est situé où ? Il est au sud de Toulouse, à 45 minutes. On a une gare, on a 2 gares à 10 minutes. C'était vraiment important pour nous, ça. La gare de Boussins, c'est de Martres-Tolosane. Donc, on est tout à fait atteignable en transport en commun. On peut venir vous chercher, voilà. Ok. Et toi, tu vis là en permanence ? Oui, c'est mon lieu de vie. Alors, on l'a appelé écolieu parce que c'est bien pour les mots-clés. Souvent, je fais de l'accompagnement à la reconversion professionnelle, et souvent, je dis, mais aux gens, les titres de métier, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est le contenu, c'est pas le titre. Donc, écolieu, voilà, ça véhicule une approche qui correspond à celle qu'on veut donner, avec une dimension écologique. Mais en fait, si tu regardes écolieu, tu pourrais dire, c'est pour être un lieu économique aussi, quelque part. En fait, ça ne veut pas dire... j'ai fait des études de lettres, alors j'aime bien, moi, découper les mots. Et pas mal de gens croient qu'on est un habitat collectif, tu vois, ça véhicule aussi ça. Alors pour moi, c'est pas grave, parce que souvent, les profils des gens qui cherchent de l'habitat collectif sont aussi des gens intéressés par la dimension écologique, sociale, solidaire, etc. Donc que nous, on porte sur notre lieu. Voilà, donc il s'appelle Écolieu du Merle-Enchanteur, mais effectivement, plus spécifiquement, le Merle-Enchanteur. Ok. Est-ce que tu peux me décrire, alors je sais qu'on est sur un média audio, mais à quoi ça ressemble, le Merle-Enchanteur ? Alors, le Merle-Enchanteur, alors déjà, pourquoi on l'a appelé le Merle-Enchanteur ? Parce qu'en fait, le lieu dit s'appelle Cantomerly. Alors, j'aurai sûrement de l'accent pour tes auditeurs de la ville, mais c'est un... De certaines villes, en tout cas. Mais il y a pas mal, pour les Parisiens, il y a quand même beaucoup d'Aveyronais, hein. À Paris, je suis aveyronnaise d'origine. Ah, d'accord, ok. J'allais y venir. Voilà, je vis en Haute-Garonne, mais ça reste la même région. Et donc, en fait, Cantomerly, en occitan, ça veut dire le merle qui chante. Étant donné que moi, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par les dimensions magiques de la vie, j'ai beaucoup lu les livres d'heroic fantasy bien avant que ça soit à la mode. Je me suis intéressée beaucoup aussi à tout ce qui est la dimension sacrée du vivant.
Du coup, le terme enchanteur, il était très vite trouvé, quoi. Merlin l'enchanteur, le merle Ben l'enchanteur. oui, trop bien. C'était c'est vraiment venu très vite. Et donc en fait, si vous voulez fermer les yeux, vous imaginez vous traversez un petit village de campagne avec des jolies maisons du sud-ouest, un ancien, il me vient couvent, c'est pas le mot couvent, un ancien palais des évêques qui s'appelle le palais des évêques d'Alan, un ancien palais des évêques avec pas mal de gens un petit peu partout, à la fois des anciens du cru qui vous regardent un peu de travers parce que vous êtes l'étranger. Non, ça, on pourra en reparler. Et puis des Anglais, des nouveaux arrivants, un joli mélange. Et puis vous traversez le village, vous sortez, vous faites 3 kilomètres au milieu des champs. À la fois, au moins, c'est les champs de tournesol. Et puis vous arrivez tout au bout. Et quand il y a plus de béton, quand il y a plus de bitume, vous êtes chez nous. Il y a un grand portail blanc. Il y a 2 portails d'ailleurs. Et il y en a un où il y a une énorme chêne vénérable qui vous ouvre, qui vous accueille. Et puis là, en fait, vous êtes au cœur de 4 hectares et demi de terrain, majoritairement du bois, un bois connu pour ses champignons, avec lesquels on se régale chaque année quand il pleut assez, pour qu'il y ait des champignons et qu'il fait soleil, parce que c'est l'alternance des deux qui fait que les champignons sont là. On a un bout de prairie aussi, on a un terrain qui est en grande partie en pente. Et voilà, et nous on est à 3 km du village, donc c'est intéressant parce qu'on est à la fois proche et isolé, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Pour moi c'est important, j'imaginais faire des concerts, etc. Donc on a un petit côté cuvette pour le chant, et tous les gens qui viennent ici, que ça soit pour nos portes ouvertes ou pour d'autres événements, en général ont du mal à partir. Donc voilà, c'est pas un lieu, le Comminges, notre région d'élection, c'est pas un grand site. C'est pas un lieu qui claque, c'est pas les Grandes Pyrénées, les grandes montagnes, c'est pas les lieux très touristiques et très j'ai envie de dire flamboyants, mais ce sont des lieux où on se sent bien, où on est dans cette espèce de nuance que moi j'aime énormément. On n'est pas dans des extrêmes ni de paysage ni de personnalité. Il y a des endroits en France où moi j'y ai plus senti du militantisme très extrême qui me convient pas personnellement. D'accord. Ici, j'ai trouvé un bel équilibre de personnes ouvertes d'esprit, les pieds sur terre, pondérées dans leurs réflexions, ce qui est hyper important pour moi. Et le paysage est quelque part un peu à cette image, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des grands sites, on n'est pas sur des extrêmes de paysage. Et puis finalement, on a été référencé, le Comminges, dans ce qu'on appelle le slow tourisme. Donc on est un territoire de slow tourisme, voilà. En tout cas, c'est un lieu qui est assez vert, c'est le sud-ouest. Quand on s'est installé, il y avait une tartinerie, ils sont partis. Et eux, pourquoi ils sont partis après être restés quelques années au village voisin d'Aurignac, qui est très dynamique aussi. Et donc cette tartinerie, quand elle est partie, je me souviens d'avoir discuté avec eux, parce que j'adore m'intéresser aux histoires des gens, moi aussi, comme toi. Et j'ai dit, mais pourquoi vous partez? Et ils m'ont dit, parce qu'il pleut pas assez. Ils étaient bretons, enfin ils sont toujours bretons, ils sont partis en Bretagne, et nous on venait, alors moi j'ai grandi à Montpellier et dans l'Aveyron, dans le sud Aveyron, mais on a passé 13 ans de notre vie à Marseille. Moi j'étais responsable biodiversité au port de Marseille, mon mari travaillait chez Vinci, et là-bas c'est quand même très pelé, quoi. Je veux dire, ça brûle tous les ans, c'est très sec, donc pour nous le sud-ouest c'est déjà c'est vert comme on veut, juste ce qu'il faut, pas trop. Je vois. En quoi la vie dans un écolieu, ou en tout cas la vie dans le Merle ou au Merle enchanteur, je pense que vous dites comme ça, est-elle différente de ta vie d'avant à toi? Qu'est-ce qui a changé en fait dans ta vie à toi? En fait, moi j'ai grandi dans une petite ville du sud Aveyron. Donc j'étais quand même en ville, maison de ville avec ma maman. J'ai toujours aimé à la fois la campagne et la ville. J'aime rencontrer la diversité humaine. Il y a énormément de culture en campagne. Il y en a aussi en ville, donc en fait moi j'aime bien faire les deux. Et donc j'ai grandi en ville quand même, petite ville, mais ville quand même, où quand tu descends, tu vas au supermarché à pied, etc. Tu fais tout à pied. Ouais. Et puis j'ai fait la première partie de ma vie professionnelle à Marseille, donc très grosse ville. Et pour le coup, très très mal desservie. C'est une catastrophe en termes de transport en commun. Donc finalement, tu prends ta bagnole
pour faire tout et n'importe quoi, ce qui est le cas quand même dans beaucoup de villes, à part Paris, allez, Lyon, Toulouse, un peu moins, parce que tu as un métro, mais c'est pas foufou. Dès que tu sors, tu t'en sors pas en termes de transport en commun, tu mets 2 heures pour faire 20 km. Et donc, moi, ce que j'y ai trouvé par rapport à ma vie d'avant, déjà, j'ai tout changé. C'est-à-dire que j'ai changé de métier, d'activité professionnelle, j'ai changé plein de choses. Donc, qu'est-ce que j'y ai trouvé fondamentalement ? Une qualité de vie déjà en termes de coût de la vie. On mange tellement bien dans le sud-ouest pour pas cher. L'immobilier aussi. Qu'est-ce que j'y trouve de différent ? Déjà, tous les matins, quand j'ouvre la fenêtre, j'ai la vue sur le champ et les bois. Et ça, c'est juste... rien que ça, je ne retournerai jamais à ma vie d'avant. Là, tu vois, avant le podcast, je suis allée cueillir des prunes dans le jardin pour faire ma pause. Et je mangeais des prunes direct sur l'arbre. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Donc, tu me disais, tu es coach maintenant, tu accompagnes des reconversions, c'est ça, professionnelles ? Oui, alors le mot coach, il est un peu... Bon, voilà, c'est un titre. Mais oui, du coup, je dis plutôt accompagnement, tu vois, comme ça. Voilà. D'accord. En fait, j'accompagne souvent, je dis même les gens que j'ai en reconversion pure, c'est-à-dire via des bilans de compétences, qui sont des formats assez formatés. Je leur dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, en fait. C'est pas toi dans ton activité professionnelle, c'est toi qui tu es. Et on va travailler comment une partie de tes journées te rapporte un salaire ou de l'argent, parce que j'accompagne aussi des reconversions via de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, j'accompagne les changements de vie avec dimension économique. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est justement en ville, qui veut vivre à la campagne, ou pour lui, le déclencheur, il y a des déclencheurs, ça va être je me sens pas bien dans mon job, je veux changer de job. Et parfois, ça fait changer de région. Et parfois, le déclencheur premier, c'est je veux vivre à la campagne. Et du coup, comment je remplis mon frigo, quoi. À un moment, quand on est en haut de la pyramide de Maslow, on se pose des questions de sens. Et puis, quand finalement, on approche de se dire, je vais quitter ou j'ai quitté, merde, comment je remplis mon frigo ? Donc là, on redescend sur la pyramide. Et donc, moi, j'accompagne ça, quoi. Comment on remplit nos besoins. J'aime bien faire prendre de la hauteur là-dessus. Bien au-delà d'un salaire ou de rentrée d'argent, c'est comment on remplit nos besoins, quels qu'ils soient, à l'endroit où on est. Et justement, quand le déclencheur, comme tu dis, est je ne veux plus vivre dans une grande ville, je veux sortir de ça et je veux vivre à la campagne, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir ? Comment toi, tu les accompagnes ? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de creuser ça avec toi ? En fait, ce que je leur fais travailler fondamentalement, mais ça, je le fais travailler à tout le monde, c'est un fondamental, c'est pourquoi tu veux partir. Vraiment, mais creuser vraiment beaucoup, quoi. Clairement, avant de tout quitter, il faut vraiment faire un gros point pour savoir, en fait, pour quelles raisons on veut partir, c'est quoi qu'on veut vivre exactement, elles sont où les névroses, pour bien poser le curseur et pour justement moins déchanter en arrivant parce qu'on rêve un truc. Alors, le rêve, il sera toujours là. Des déceptions, elles peuvent toujours être là, mais elles y seront moindres si déjà on est très au clair de pourquoi on part. Quelles sont les raisons et en se disant ok, à un moment j'ai pas tout clarifié, j'y vais, je verrai bien, mais c'est quand même important de vraiment faire un point sur pourquoi on veut partir. Et de tout ce que tu as vu, alors soit professionnellement, soit personnellement, et même de ton expérience à toi, qui à un moment a quitté, on va dire, une très grande ville, Marseille, pour retourner dans le monde rural, quand ce genre de migration, on va dire ça comme ça, marche, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Tu vois, qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux, trouvent d'une façon ou une autre ce qu'ils sont venus chercher, tu vois, et restent en fait. Ce qui marche, c'est que si tu es souple, si tu sais accueillir le vivant. Beaucoup de gens parlent de nature dans leur tête, on en parlait en off. Beaucoup de gens rêvent dans leur tête et c'est ok, moi aussi je rêve, mais avec plein de concepts. L'être humain, il aime bien, ça lui donne l'impression qu'il maîtrise le monde, donc on invente plein de concepts tous les jours. Ça nous fait fumer le cerveau, mais dans les faits, des fois, ça rigidifie un petit peu parce qu'on n'est pas dans le contact au vivant. Et quand tu vis en campagne et que t'as des poules et que les débuts, t'en as une qui meurt, qui se fait bouffer par un renard, ça, c'est la vie, quoi. Et en fait, en ville, tout ça, tu le fantasmes, mais la jolie poule et tout, puis c'est une fois sur place que ça chante et ça fait du bruit. Et donc, c'est arriver à justement prendre du recul sur soi, sur ses ressentis, qu'est-ce que ça me fait vivre, ou est-ce que ça me dérange, ou est-ce que ça me chatouille, arriver à
à casser petit à petit ces attentes, parce que plus tu as des attentes, plus tu as des déceptions. Ouais. Donc déjà arriver avec le moins d'attentes possible, même si on en a, et en se disant, ok, j'ai des attentes, c'est celle-là, et je suis prête à voir ce que ça va donner, et après à ajuster le curseur. À un moment, il faut sortir de sa tête, et il faut tester, essayer, peut-être pas acheter tout de suite un endroit, aller ressentir, faire un peu des locations, voir où on se sent, et faire bouger les curseurs, et beaucoup se regarder, alors pas se regarder de manière nombriliste, mais regarder comment on réagit, qu'est-ce qui me chatouille, etc. Suivre le mouvement du vivant en se disant, il y aura des moments où je serai down, et le vivant, il n'est pas toujours au printemps, il y a le repos végétatif. Donc le repos végétatif, c'est ces moments où on n'est pas très bien. Moi c'était hier par exemple, j'avais un coup pas top, et c'est difficile, parce qu'on a envie d'être au taquet. Surtout en ville, quand on est en ville, on a oublié les saisons, en fait. Ouais, clairement. On se rend plus compte qu'il y a des saisons. En plus, si on achète du bio, on se donne bonne conscience, mais qui a fait le tour du monde, on mange tous les jours des tomates si on veut. Donc, on a complètement oublié, en fait, on a voulu niveler complètement nos humeurs, être toujours opérationnel, toujours productif. Toujours performant. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on se sent vivant, qu'on se sent exister. Et qu'on se sent utile, qu'on a de la reconnaissance et tout ce qu'on veut. Et en fait, ça, c'est dangereux. Parce qu'en fait, les moments où on est down, ce qui est normal et qui fait partie du vivant, on remet tout en question. On se dit, j'ai pas fait le bon choix, je suis pas au bon endroit, etc. Donc, prendre le temps aussi, quand on est parti, de dissocier. Alors, des fois, c'est difficile de savoir le fou la poule, mais de se dire, OK, aujourd'hui, c'est un jour sans, quoi. C'est pas forcément que j'ai fait un mauvais choix. On va voir ce que ça dit. Pas hésiter à sortir, à aller à la rencontre d'autres personnes, à se mélanger. Il y a clairement en campagne partout, il y a de l'économie partout, il y a de la culture partout. Enfin, moi, je pourrais sortir 3 fois par week-end si je voulais. Si t'as un côté ours et tout, c'est ok, mais va pas dire que t'es seul parce qu'il y a rien à faire. Non, à un moment, il faut aller vers et voir ce qui se passe et se frotter aux autres. Et c'est ça aussi le vivant. Aller se frotter aux autres, à leur vie, eux, en campagne, s'intéresser aux autres, c'est ça qui est fondamental aussi, parce que on va voir comment ils vivent, on va y trouver des billes, on va y trouver des connexions, et tout ça, c'est du vivant, et le vivant, c'est la diversité. Tu parlais de l'accueil des gens qui sont là, appelons-les les locaux, peu importe le terme. De toute façon, quel que soit le vocabulaire qu'on utilise, on est toujours un peu à côté de la plaque sur ces sujets. Voilà. Donc appelons-les les locaux. Comment tu l'as vécu toi déjà, parce que tu es arrivé d'ailleurs quand même si c'est la même région, comme tu dis, même si tu es né dans cette région-là, c'est pas le même pays. Voilà, c'est pas la même chose. Comment tu le vis et qu'est-ce que tu as comme expérience de tous les gens que tu accompagnes justement sur ce sujet-là? Alors en fait, c'est un mélange clairement, on en revient à la personnalité. C'est pour ça que moi j'aime l'intelligence collective, j'aime accompagner des groupes, mais l'individu est hyper important dans mes accompagnements parce qu'on n'est pas tous câblés pareil et donc on peut pas faire des généralités, même si des fois on en fait pour expliquer des choses. Donc on est d'accord, on se comprend une fois qu'on a posé ça. Ça pour moi, c'est une autre. C'est très corrélé à l'expérience que j'ai, par exemple, du sujet de la femme entrepreneur. Je n'ai jamais eu de problème en tant que femme dans le milieu professionnel. Je n'ai jamais été discriminée, je n'ai jamais été harcelée, je me suis jamais sentie regardée mal ou dévalorisée parce que j'étais une femme. Du coup, je n'aime pas cibler mes accompagnements spécial femmes parce que pour moi, c'est des humains. Je me suis rendu compte en essayant de me comprendre que je l'ai pas du tout dans mes problématiques. J'ai d'autres problèmes. Heureusement, on les a pas tous. Et c'est pareil, en fait, pour l'accueil ici. Je me suis jamais sentie comme une étrangère. Alors, je suis arrivée, j'ai fait mon truc, et puis point. En fait, le reste, je ne veux pas le voir, mais tellement pas par nature que je le vois pas du tout. C'est-à-dire, je fais pas d'effort pour pas le voir. Alors, bien sûr, des fois, il m'est arrivé des trucs aux oreilles. Ouais, eux, c'est la secte, elle, c'est la sorcière, machin. Bien sûr. Mais ça me fait rigoler. C'est plutôt flatteur d'être la sorcière, quand même. Donc, évidemment, nous, on est à 3 km, ça aide. Mais en même temps, je veux dire que c'est un subtil mélange entre ta personnalité et les choix que tu fais. Moi, je m'en fous complètement, comme dirait mon amie Alice Cara, m'en fous, m'en tape. Laisse béton. Ce que les gens ils disent de moi, en tout cas les gens qui ne comptent pas pour moi.
Je dis pas que je suis pas sensible à la vie des gens. Sincèrement, je suis très sensible. J'ai un émotionnel qui est important. Mais en fait, les gens dont j'ai rien à foutre, avec qui ça m'importe pas qu'ils aient une bonne image de moi, franchement, je m'en fous, quoi. Et s'ils me mettent pas des bâtons dans les roues, attention, quand j'accompagne des changements de vie, des installations à la campagne avec des projets entrepreneuriaux ou de tiers-lieux, je leur dis, allez quand même visiter les territoires pour voir ceux qui sont plus ouverts d'esprit. Si vous, les collectivités, les maires et tout, j'ai dit, sauf si vous avez, et encore une fois, c'est être très au clair sur son pourquoi. Si vous avez une âme de militant, que vous voulez faire bouger les lignes, que vous voulez aller au fight, ok, allez dans un territoire en disant, je vais faire bouger les lignes. Moi, c'est pas du tout mon approche parce que je suis convaincue que quand on vient expliquer à quelqu'un que c'est un con et que nous, on va lui apprendre la vie, ça marche pas. Et je pense que c'est ça aussi qui fait des rejets bien sûr. dans les milieux locaux. Mais voilà, en tout cas, essayez aussi de choisir des territoires qui sont ouverts d'esprit, qui tiltent sur votre projet. Faites un tour, allez sentir l'air, des lieux d'accueil qui vous parlent, des dynamiques qui vous parlent, avec des gens qui sont déjà sur place, qui ont monté des choses. Enfin voilà, je pense que ça c'est important aussi, puis ça aide à se sentir en sécurité, à être moins déçu quand on arrive, parce qu'on a déjà quelque part un peu des attaches et des accroches déjà sur place, quoi. Ouais, ok. Et en termes de création d'entreprise à la campagne, justement, qu'est-ce qui est particulier pour pas trop se planter? Alors même si se planter c'est pas si grave in fine, voilà, ça amène des trucs, quoi. Mais bon, c'est quand même une étape à vivre. On la vit tous. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire de particulier? Tu parlais d'aller rendre visite aux élus. Est-ce qu'il y a des réseaux particuliers que tu connais toi? Voilà. Alors en fait, bon déjà j'aime bien la petite phrase quand on se plante on pousse. Elle est pas de moi, mais oui, elle est très parlante quand même pour transformer les échecs entre plusieurs guillemets. En fait, alors déjà moi quelque chose qui m'avait marqué en préalable pendant le confinement et après le confinement, beaucoup de discussions sur les médias nationaux, notamment France Inter, qui est quand même assez coloré d'urbain, de parisien. Donc ils sont dans leur bain et je me souviens encore, j'étais dans la cuisine et j'écoutais France Inter, c'était le téléphone sonne et ils parlaient du télétravail et de comment s'installer en campagne, que ça avait donc généré. Et en fait, je bondissais dans la cuisine parce que je disais, bon sang de bonsoir, ils sont juste en train de dupliquer et de transposer ce que les gens font en ville. On le prend, on le déplace d'endroit. Mais ça marche pas comme ça. En fait, pourquoi? Parce que c'est croire qu'il n'y a pas d'activité économique en campagne. En fait, il y a des humains pareils qui ont les mêmes besoins, qui ont besoin de manger, de sortir, de beau, de culture, de relations, de soins. On a besoin des mêmes choses. C'est juste qu'en ville, il y a 300 restaurants au mètre carré. Mais on n'a pas besoin de 300 restaurants au mètre carré, en fait. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était ça, c'était de dire comment je prends mon job le même et je le fais en campagne. Mais en fait, c'est une évidence. Et en même temps, il n'y a pas rien en campagne. Tu vois, j'étais il n'y a pas longtemps à l'inauguration d'un incubateur start-up. Et ça m'avait un peu fait réagir. Je suis réactive sur ce sujet-là où il disait on va amener les talents en milieu rural. Et là, j'étais là, what? Il y a déjà plein de talents. En fait, les gens sont là, en fait. Il n'y a pas personne. Ouais, la phrase, elle tue, quoi. Tu vois, c'est quoi? Vous allez nous amener, en fait, l'intelligence, parce qu'en milieu rural, il n'y a pas des gens qui font des trucs géniaux. Donc, en fait, c'est un peu ce mélange de dire, revenir à qui vous êtes. Fondamentalement, ce que j'appelle votre soleil, c'est votre nature profonde, en fait, votre spécialité que personne ne fait comme vous faites. Et ensuite, après, on le monte en entreprise avec les spécificités de là où vous habitez. Et là où vous habitez, c'est pareil en ville qu'en campagne, quelque part. Si vous êtes un ours, vous serez un ours en ville aussi. Si vous aimez aller à la rencontre, vous irez aussi en campagne. Donc, c'est vraiment revenir à sa personnalité pour comprendre comment monter une activité lucrative. Après, évidemment, en campagne, tu as quand même moins de transport collectif, donc ça, il faut le prendre en compte. Tu as parfois moins de réseau Internet, quoique. C'est de moins en moins vrai, c'est ce que tu disais. Nous aussi, on est fibrés, ça change la vie, quoi. Voilà. Enfin, clairement. Et puis, pour certains trucs, on met beaucoup plus de temps que les urbains à aller en rendez-vous. Hein. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas besoin de se taper 1 heure de métro. Non. Et puis, 40 km, c'est 40 minutes. Voilà. C'est ça. Et ce sera toujours 40 minutes. Et puis on peut covoiturer, enfin voilà, on pourrait me dire ouais mais Anne c'est pas écolo, ouais mais bon petit à petit on avance.
tu préfères dans le métier d'accompagnant? On va l'appeler comme ça. Ce que je préfère, et tu vois, plus j'accompagne, encore une fois, plus je goûte les plats que je fais, c'est aller à la rencontre de la ressource, de la richesse qu'est la personne. Détecter cette pépite qu'elle est, ce diamant, en disant « Oh là là, toi, t'es super doué à ça, va là, tu vas faire des étincelles et va rencontrer telle personne, mets-toi avec telle autre, rencontre appel, et là, ça va faire des trucs géniaux. » Moi, c'est ça que j'adore, et mes clients me font grandir autant que je les accompagne, quoi. Tu vois, je me vois avec eux réagir, me passionner. Je dis que je suis associée à temps partiel avec les gens que j'accompagne, notamment en entrepreneuriat, parce que quand je contacte, je pénètre leur richesse et que je la touche, je dis punaise, ces gens, il faut absolument qu'ils touchent plus de gens, ils sont tellement géniaux, il faut qu'ils fassent du bien dans le monde encore plus, et donc j'ai envie qu'ils réussissent en fait. Moi, souvent, quand j'accompagne les gens, je leur dis, on va pas faire péter tous les piliers d'un coup. Si tu fais péter tous les piliers de ton confort qui peut être inconfortable, j'appelle ça le confort inconfortable et les habitudes de merde. Tu sais, c'est comme si tu avais une jambe plus courte que l'autre, tu as l'habitude de compenser, tu oublies que tu compenses. Donc en fait, effectivement, c'est le fameux métro boulot dodo, on réfléchit pas, il suffit qu'il y ait Covid, un divorce, un truc, une maladie, un burn-out, que sais-je, un décès, ou d'un coup, poum, t'es obligé d'être à l'arrêt, et là, d'un coup, t'es forcé de réfléchir. Mais tu peux, toi, décider avant que ça te tombe sur le coin de la gueule. C'est quand même beaucoup plus efficace de démarrer une thérapie avant que ça soit la grosse merde. Et moi, je leur dis aux gens, on va le faire progressivement. Par exemple, quand on est sur créer une activité à son compte, continuer à être salarié, à discuter un 80%, ou changer de job pour avoir un salariat dans un premier temps qui dégage de l'espace mental, on peut commencer à créer son entreprise à côté et petit à petit lâcher quelque chose. Donc, on peut faire pas mal d'étapes transitionnelles qui permettent d'être rassuré, parce que quand en fait on quitte tout d'un coup, on se retrouve en insécurité totale, et là on met plein de barrières, donc on n'est plus créatif non plus. Tu peux pas créer une entreprise si tu es en insécurité financière. Tu vas être dans le mort de faim. Donc en fait, si tu pars à partir de mauvaises de situations d'insécurité forte, tu peux pas créer quelque chose de beau, d'attractif. Comme on dit, il vaut mieux faire envie que pitié. Et là, c'est très vrai, quoi. Bien sûr. Et donc moi je dis aussi aux gens que j'accompagne en reconversion, je leur dis, je vais t'envoyer dans le Grand Nord, mais tu vas pas partir à poil. Tu vas partir avec un équipement, une boîte à outils que tu vas savoir comment utiliser tout seul, sans moi. Mais c'est comme on dit, tu sautes pas sans parachute, en fait. Tu vois, c'est une espèce de risque calculé, quoi. On connaît tous des gens de notre entourage plus ou moins proches qui vivent dans des grandes métropoles, essentiellement en région parisienne, voire à Paris même, et qui rêvent doucement de partir vivre dans un endroit plus vert, quoi, mais qui se disent non, mais en fait c'est pas pour moi, jamais je le ferai. À tous ces gens-là, t'as peut-être des gens en tête, toi, je te vois acquiescer. Qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire? Est-ce que tu parlais de déclencheur, tu disais qu'il n'y a pas forcément de déclencheur, mais qu'est-ce qui pourrait les amener à réfléchir, à faire un petit pas de plus pour se dire oui, en fait, c'est pour moi, ou non, vraiment, c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, se mettre au clair, en toute honnêteté, sur pourquoi on y pense. Déjà, aller chercher pourquoi, en fait, on en rêve. Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est pas parce que quelque part ça fait bien, parce que c'est à la mode, parce que tous les copains en parlent et que ça fait bien dans les dîners en ville où on va toutes les semaines à se raconter des trucs comme ça. Je pense à beaucoup d'influenceurs écologistes qui finalement sont tous à Paris. On est d'accord. Voilà, les médias, les journalistes et compagnie écolo, ils sont tous à Paris. Donc à un moment, j'ai envie de dire, ça enrichirait peut-être vos propos si vous viviez en campagne, vraiment. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'ils en ont envie, en fait, et d'être assez honnête, de se dire, ouais, j'ai envie de parler d'écologie en restant en ville, je l'assume, je suis ok avec ça. Tu vois, assumer j'aime bien y passer les vacances, mais c'est tout, et vraiment l'assumer, pas se faire croire qu'en fait c'est tout joli, ouais, mais tu comprends, je peux pas. Non, parce que ça c'est des fausses raisons, en fait. Si on veut, on peut, comme on dit, ça j'en suis convaincue, ça s'organise, attention.
Moi, j'accompagne pas les mamans solo pareil que des jeunes de 20 ans, sans attache et sans responsabilité familiale. Bien sûr, ça s'organise. Quand t'as un emprunt, tu y réfléchis. Mais tout est possible. Donc, à un moment, c'est vraiment, regarde-toi dans la glace. Ose regarder peut-être ce qui est pas très joli et te dire, ouais, en fait, je me le raconte parce que ça fait bien, parce que ça ferait de moi quelqu'un de bien. Commence par ce qui te plaît. Le premier pas, c'est vraiment de se mettre au clair, d'arriver, de se regarder en face avec ses ombres et de se dire, bah ouais, en fait, je me suis acheté un rêve qui fait bien en vitrine, qui me fait paraître bien, aimable. On dit que je suis quelqu'un de bien comme ça. Mais est-ce que, en fait, vraiment, je m'éclate à faire ça, quoi? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un jardin avec des poules, aller nettoyer les fientes et entendre le coq chanter? Passer mes week-ends à jardiner. Voilà. Et puis, tu peux tester. Vraiment, testez, prenez du recul, regardez-vous, faites des essais, plantez-vous, poussez avec. C'est comme ça que vous cheminerez petit à petit et qu'à un moment, vous sauterez peut-être de la falaise pour atterrir dans un champ, en plein milieu rural. Au sens propre du terme. Voilà. J'ai vraiment envie de dire ça. Testez, réfléchissez, prenez du temps sur vous, mais aussi sortez de votre tête, quoi. Allez maturer, allez toucher des gens, allez écouter, allez faire. Faites du woofing. Quand les gens me disent, Anne, on aimerait faire du woofing chez toi parce qu'on fait le tour des écolieux pour savoir ce que c'est un écolieu, je leur dis, mais tu sauras jamais ce que c'est un écolieu. Ça veut rien dire, c'est un concept. C'est comme les tiers-lieux. On met des mots sur des trucs qu'on a oubliés. Moi, ma grand-mère était cafetière, elle était déjà sociale et solidaire. Elle a caché les juifs pendant la guerre. Elle s'appelait pas tiers-lieu, quoi. Allez tester et prenez ce qui vous plaît dedans. Moi, je dis aux gens, vous viendrez chez moi, vous verrez chez moi. Et vous vous direz, tiens, ça me plaît de comment il fonctionne. Ça, j'aime moins. Et vous prenez des bouts, des ingrédients de plein d'endroits et vous faites votre recette, en fait. Sortez de votre bain, tranquillou. Allez tester un autre bain, une autre couleur, froid, chaud. Mais allez au contact du vivant. Même si c'est pas toujours confortable. Merci, Anne. Merci, Amélie, beaucoup pour cet espace de partage avec toi et tes auditeurs et auditrices. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.